Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, on apprend que le capitaine du navire qui a percuté le pétrolier est de nationalité russe. Oui, c'est la principale information qui a fuité aujourd'hui de l'enquête criminelle ouverte par la police britannique. Le capitaine du cargo Solong, donc celui qui est entré en collision avec le pétrolier, est effectivement russe. Il est âgé de 59 ans. Officiellement, il doit répondre de suspicion d'homicide involontaire par négligence grave. Mais selon le journal britannique The Guardian, les enquêteurs ont déclaré qu'aucune hypothèse n'était exclue, y compris celle d'un acte volontaire. Alors pourquoi ce qui pourrait apparaître comme un détail prend tout d'un coup un relief particulier ? Eh bien en raison des circonstances de la collision. Rappelons-la en quelques mots. C'était avant-hier, au petit matin au large de l'Angleterre, trop près de la ville portuaire de Hull, à l'est du pays. Un pétrolier américain, le Stena Immaculate, avait jeté l'ancre à 20 km des côtes. C'est alors qu'il a été percuté de plein fouet par un autre navire, le porte-conteneur Solong, un cargo portugais qui arrivait d'Écosse plus au nord et qui se dirigeait vers Rotterdam pour décharger sa marchandise. La collision est brutale, inouïe d'après les témoignages des marins à bord. Les deux navires ont immédiatement pris feu. Sur ces images, les flammes sont visibles à des kilomètres et les dégâts sont impressionnants, en particulier avec un trou béant, regardez dans la coque du pétrolier, laissant se déverser des litres et des litres de carburant dans la mer. Il ne reste plus grand-chose non plus de la proue du cargo commercial avec laquelle il est entré en collision avec le pétrolier. Sur les 38 membres d'équipage des deux bateaux, 37 ont été sauvés, mais une personne a été déclarée morte, disparue. Mais c'est surtout l'origine, la cause de cette collision qui alimente les hypothèses. Oui. Une origine étrange et inexpliquée à ce stade. C'est ce qui ressort des témoignages également des marins à bord du pétrolier. Un énorme navire est sorti de nulle part, raconte l'un d'eux à la BBC. Oui, tout le monde n'avait que quelques secondes pour réagir. Et tous les experts s'accordent à dire que c'est quasiment du jamais vu. Oui. Un bateau d'une telle envergure, statique, immobile, se faisant percuter par un autre navire. Les données radars recueillies depuis ce moment montrent que le Solong, regardez, n'a à aucun moment dévié sa trajectoire avant l'impact. Or, d'après ces mêmes spécialistes, il est impossible que le capitaine du bateau n'ait pas vu la position du pétrolier en amont. Écoutez Simon Boxall, océanographe à Southampton. Modern ships have anti-collision systems, they have radar and so on. The Stena ship could have done very little about it. The Solong should have avoided it, and it would be down to incompetence on behalf of Solong. There is no reason why, in the 21st century, two ships should collide. Quel serait l'intérêt, le mobile, d'un acte d'agression russe, Quentin ? Eh bien, il a été établi que le Stena Immaculate naviguait au moment de l'accident pour l'armée américaine. Il transportait 220 000 barils de kérosène destinés à ravitailler les avions de l'armée US stationnés au Royaume-Uni. Sa mission était connue de tous. C'est d'ailleurs pour cela qu'il mouillait non loin des côtes anglaises. Pour l'instant, les enquêteurs interrogés par The Guardian sont très prudents. Rien à ce stade ne suggère une implication de l'État russe dans l'incident. Mais dans le contexte actuel de tensions entre la Russie et l'Europe et les soupçons de sabotage, les câbles de télécommunication, les intimidations dans les airs, ce genre d'incident pourrait être une nouvelle forme dans la guerre hybride lancée par Moscou. Écoutez Guéric Poncet, journaliste défense au Point. Tout ce qui peut affaiblir un pays, tout ce qui peut contraindre un pays concurrent ou adverse à consacrer des moyens humains, financiers et de l'énergie à combattre, par exemple, une catastrophe naturelle ou une catastrophe industrielle, peut évidemment faire partie du panel de mesures de guerre hybride qu'un État pourrait déployer, notamment la Russie, qui est experte de la guerre hybride. Merci Quentin. Possible ? Plausible ? Je ne dirais pas probable, puisque les enquêteurs eux-mêmes sont très prudents. Mais c'est vrai que les éléments s'accumulent, qu'aucune explication accidentelle ne semble pouvoir justifier cette collision, Jean-Claude ? Oui, et il n'y avait pas un mauvais temps, parce qu'il arrive qu'il y ait des collisions entre bateaux, mais souvent ils se frottent. Mais comme il a été indiqué, avec les moyens techniques, il est impossible que le commandant du navire n'ait pas, sur une période aussi longue, pu détecter et éventuellement détourner sa route, parce que là, il le prend de plein fouet, en plein milieu, c'est quasiment impossible.
On ne peut pas s'empêcher de penser aux câbles sectionnés sous la mer Baltique à 60 mètres de profondeur et de se rappeler que là aussi, l'équipage, une bonne partie de l'équipage et le capitaine étaient russes dans des navires qui souvent étaient par ailleurs naviguaient sous d'autres pavillons, chinois en l'occurrence. Est-ce que vous imaginez cette hypothèse, François ? D'abord, je l'imagine parfaitement. Je ne sais pas si elle est valable ou pas. Hein. Ça, on est encore dans la spéculation. Mais si on me demande d'inventer un scénario de collision intentionnelle, on sait faire. Hein. C'est comme ça que ça se passerait. C'est comme ça que ça se passerait. Donc oui, ça relève de la plausibilité, ça relève de la possibilité, sans aucun doute. Ce qui me chiffonne un petit peu dans cette affaire, c'est que la mer du Nord est une des mers les plus densément parcourues de trafic maritime. En principe, les bateaux, surtout de cette taille-là, utilisent leurs moyens d'identification qui sont dûment recueillis par les satellites qui suivent leur trajectoire. Il n'y a pas... Et vous avez, par exemple, sur le rail d'Ouessant, au large du Finistère français, vous avez de véritables contrôleurs de la mer, comme les contrôleurs aériens. Apparemment, en mer du Nord, en tout cas dans cette affaire-là, ce genre de dispositif ne semble pas avoir été présent. Et si ça n'existe pas, il faut peut-être le créer. Oui, mais indépendamment du fait de savoir si la collision était accidentelle. Hein. Moi, j'ai aucun mal à recevoir cette thèse. Hein. Oui, je disais que malgré tout, même si effectivement la sécurité, le contrôle est moins bien organisé sous la mer du Nord, et effectivement il y a une navigation qui est volumineuse dans cette partie de l'Europe, il n'en demeure pas moins que pour un navire qui mouille, donc qui est statique, qui ne bouge pas, alors même qu'il n'y a pas un temps, le temps n'est pas, c'est pas le Zébruge, c'est pas un temps extraordinaire, il n'est pas imaginable qu'il ait pu heurter le navire sur une période aussi longue, parce qu'il va arriver, et même si, alors, à la décharge, il semble bien qu'il y avait des problèmes techniques sur ce bateau, sur ce navire, mais c'est des petites choses, ça n'est pas explicable rationnellement, en tout cas, même sur ce qu'on appelle des vieux rafios, aujourd'hui, il est quasiment impossible d'avoir ce type d'accident. Daphné. Non, je voulais donner mon petit témoignage d'expérience de la voile. Et effectivement, quand on navigue, même sur un petit voilier, bien, on a des jumelles, on a un radar, et on observe avec les jumelles très facilement ce qui peut être une route de collision. Et des navires comme ça, de cette taille, sur la ligne d'horizon, je veux dire, c'est impossible de les rater. Donc il y a quand même, effectivement, ça pose question. Alors après, je ne me prononcerai pas, comme l'a dit François, sur la nature criminelle ou non de cet incident. Enfin bon, évidemment, ça pose question dans un contexte de multiplication des actes malveillants soupçonnés d'être opérés par les Russes. Emmanuel Macron, dans sa récente allocution télévisée, parlait très clairement de guerre hybride que nous avait lancé la Russie à nous, Occident, en multipliant effectivement sabotage, espionnage, désinformation, ingérence et, comme vous l'avez rappelé aussi, dans les fonds marins, des sabotages de câbles. Vera, est-ce que ça fait partie, ça peut faire partie des cartes à la disposition d'un service que de s'appuyer, comme ça avait été le cas effectivement en mer Baltique, sur des équipages, sur des capitaines de ce type-là? Oui, effectivement, ça fait partie des actes qui sont très typiques pour le régime poutinien, pour déstabiliser l'Occident, pour s'attaquer par les moyens hybrides sur les pays occidentaux. Par contre, ici, dans ce cas particulier, ce qui m'étonne quand même, c'est la mauvaise coïncidence, mauvais timing quand même pour Poutine. Parce que si on réfléchit, c'est un navire, c'est un pétrolier américain qui transportait le pétrole pour
l'armée américaine. Donc aujourd'hui, au moment des négociations qui peuvent commencer entre la Russie et les États-Unis, où quand même Poutine est plutôt favorable à la rencontre avec Trump et aux négociations avec les États-Unis, ça ne tombe pas si bien que ça. C'est ce signe qui peut être perçu comme un acte agressif. D'ailleurs, si c'est confirmé que c'était intentionnel et que il y avait les services russes secrets derrière, c'est un acte d'agression. Donc ça ne tombe pas si bien que ça pour les négociations si Poutine va s'engager dans la conversation avec Donald Trump. Et sauf à envoyer comme message aux États-Unis, attention, nous allons discuter à nos conditions et non pas simplement aux conditions des Américains, ce qu'a dit un haut gradé, enfin un sénateur sur Telegram, un sénateur russe bien en cours auprès de Poutine, a rappelé que les choses allaient se négocier aux conditions des Russes et non pas ceux des Américains. Donc ça peut être aussi un message. Et dernier point, est-ce qu'on saura un jour ? Parce que on imagine très bien le capitaine interrogé qui dit je m'étais endormi, mon second n'était pas là, il était malade. Bon, et on peut tout. Est-ce qu'on peut avoir une certitude ? Je crois que de la même façon que les avions sont équipés de boîtes noires, les navires de cette taille ont effectivement une caisse en fait qui enregistre leurs mouvements, leurs décisions, etc. Peut-être que ça nous éclairera. Bon. Les boîtes noires, peut-être parleront. D'un mot simplement, et encore une fois, quand on se souvient de ce qu'on appelait la flotte fantôme en mer Baltique, c'est-à-dire des navires qui n'étaient qu'à destinée commerciale, qui étaient uniquement destinés à transporter du pétrole en l'occurrence. Là, c'était un autre type de marchandise. Est-ce que ça signifie qu'en Russie, toutes ces fonctions un peu sensibles, comme celle de capitaine d'un navire comme celle-là, sont susceptibles d'être utilisées à des fins étatiques, voire belliqueuses ? Oui, la réponse courte est oui, évidemment. Les services ont les moyens d'influencer des personnes qui sont en situation de relative vulnérabilité par rapport à l'État. Et en Russie, à peu près tout le monde est dans cette situation. Mais juste un mot sur est-ce que l'éventuel crime poserait problème à Poutine ? Très honnêtement, je ne pense pas. Et Trump s'est assez souvent exprimé dans le sens Poutine a fait X, vous accusez Poutine d'avoir fait X ou Y, ben oui, c'est ce qui se passe en temps de guerre. D'ailleurs, dans les mêmes circonstances, j'aurais fait pareil. Donc je suis pas du tout sûr que Trump soit particulièrement choqué s'il devait s'avérer qu'effectivement la piste criminelle est constituée. Je crois que Poutine a jaugé l'homme depuis longtemps avec son pseudo-réalisme. Sauf qu'après, il faut le vendre à sa population, en termes, à son opinion publique. Mais tout ceci reste flou. Très difficile à démontrer, c'est la question de David. Est-ce qu'on peut démontrer oui, les Britanniques et les Américains présents au Royaume-Uni ont la capacité d'entendre tout le trafic radio, radar et ainsi de suite en mer du Nord. Il y aura une masse de données à analyser, mais il est tout à fait possible aussi que si c'était une opération qui a été montée par un service, les consignes ont été données à Pétersbourg au moment du départ du capitaine ou que sais-je, sans qu'il y ait la moindre communication à intercepter. Donc, tant que c'est, pour utiliser ce mot américain de deniable, tant que la responsabilité ne peut pas être prouvée, à peu près n'importe quoi peut être fait. Bon,